sommes donc dans l'émission des skippers, des enfants, un skipper, pardon. Donc nous allons nous retrouver tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, durant ces 3 semaines de village. Alors il y aura des ateliers de magie, des sensibilisations sur l'eau et des ateliers avec les partenaires du tourisme. Mais dans cette aventure, je ne serai pas seule. En effet, vous l'avez compris, c'est l'émission des petits reporters. Alors qui sont ces petits reporters? Eh bien ce sont des enfants qui depuis le mois de janvier vont à la rencontre des skippers à Port-la-Forêt, au Sable d'Olonne. Et comme des vrais journalistes, eh bien, ils posent des questions et ils posent encore plus de questions que les vrais journalistes, vous allez le voir. Allez, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir les petits reporters, s'il vous plaît. Allez les enfants, rejoignez-moi sur scène. Installez-vous, installez-vous. Romy, tu peux te mettre sur les pouces. Les enfants, vous vous mettez... Voilà, on s'installe. Louise, tu vas te mettre devant. Voilà, Antoine, Côme, prenez place sur la scène. Alors, on va faire un tour de présentation, les enfants. À côté de moi, il y a Romy, Côme, Antoine, Capucine, Louise, Joséphine, Hugo, Arthur et Paul. Je crois que vous pouvez les applaudir parce que je peux vous dire que depuis 6 mois, ils jouent vraiment les journalistes. Alors, les enfants, comment ça va pour cette première émission? Romy, comment ça va? Est-ce que tu es stressée d'être là? Parce que dis donc, c'est votre émission? Non. Alors, vous allez voir, ils sont très à l'aise, les enfants. Les grands, comment ça va? Ça va. Je me sens pas du tout stressée. Et bien ça, c'est tant mieux. On va rester donc 2 heures ensemble. Et vous l'avez compris, un skipper va nous rejoindre. Alors les enfants, on accueille qui maintenant? Voilà, je vous demande d'accueillir Arnaud Boissière, s'il vous plaît. Bienvenue Arnaud. Salut. Regarde, tu peux aller t'installer là-bas, histoire qu'on garde les gestes barrières, n'est-ce pas? Salut les jeunes. Ça farte ou quoi? Alors Arnaud, on va être ensemble pendant 45 minutes, on va bien sûr parler de toi. Ouais, ça va être chouette, hein. On va parler de toi bien sûr en tant que skipper du Vendée Globe, mais on va également parler de toi en tant que petit, parce que, vous l'avez compris, on parle des enfants, c'est une émission pour les enfants et puis pour les grands bien sûr. Donc on va aussi un peu découvrir qui était ce petit Arnaud. Avant ça, eh bien, sans plus tarder, on embarque avec toi en pleine mer, on regarde. Voilà, on découvre les sponsors et l'association partenaire dont on parlera dans quelques instants. Merci pour ce voyage déjà Arnaud. Dans quelques semaines, ce sera pour de vrai cette fois, les images qu'on vient de voir. Bah ouais, merci à toi, merci aux jeunes reporters qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps. Bah oui, le 8 novembre, on attend ça avec impatience tous les skippers et puis toutes les équipes techniques, tous les partenaires, tous les gens qui suivent, les jeunes et moins jeunes et tout. Donc c'est une échéance qui arrive vite et qui arrive, ce qui est déjà bien parce que avec tous les moments de doute. Donc voilà, donc c'est un village qui s'est ouvert tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir parce que je suis passé tout à l'heure sur le stand, il y a du monde. C'est plutôt convivial, plutôt familial, comme on connaît du village Vendée Globe. Ça fait
Ça fait vraiment plaisir. Ça n'a pas perdu son âme, en effet. Alors, on découvre derrière nous ta fiche d'identité, on va dire. Et alors, on découvre que ton lieu de naissance est en Gironde. Alors, c'est plus un secret, hein. Tu n'es pas vendéen, mais tu es désormais un vendéen d'adoption. Alors, finalement, tu es plus girondin ou vendéen maintenant? En fait, je suis arcachaumois. Arcachaumois. Parce que je suis d'Arcachon, donc j'ai commencé à naviguer à Arcachon. Et chaumois parce que quand je suis arrivé ici il y a quelques années, en 2006 ou 2007, en l'hiver 2006-2007, par hasard, j'ai loué une maison à la Chaume et depuis, j'y suis resté. J'ai même acheté une petite maison il y a 3 ans, 4 ans maintenant même. Donc du coup, je suis arcachaumois, parce qu'il ne faut pas remettre ses origines. Et puis, okay. Il y a pas mal de similitudes entre la Chaume et Arcachon à tous les niveaux. Donc voilà, du coup, je suis adopté par les sables. Oui, je crois, trouve très bien. Effectivement. Alors toujours dans ta fiche d'identité, on remarque que ce sera ta 4e participation au Vendée Globe. Est-ce que finalement ça donne une assurance supplémentaire quand on prend le départ pour une 4e fois? Non. Chaque Vendée Globe est différent. Déjà, la finir, c'est vrai que c'était quelque chose de chouette. J'ai fini 3 fois. Non, il ne faut pas tomber dans le panneau de dire que c'est facile de le faire. C'est jamais facile de prendre la mer sur ce type de bateau, que ce soit pour une nuit en mer ou 2 nuits en mer. Tu vois, à chaque fois que les bateaux ils sortent, il y a des fois des bateaux qui reviennent avec quelques petites avaries. Donc voilà, donc non, c'est un sacré privilège de pouvoir partir pour la 4e fois. C'est vrai que mon premier Vendée Globe 2008, j'ai l'impression que c'était hier. Je me retrouve un peu dans les mêmes conditions au final, parce que on me dit que je suis le chouchou des pontons. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours plaisir. Arnaud Boissière, le chouchou des pontons? Non. Tu me fais rougir, ça se voit pas. Non, mais du coup, avec un bateau performant, c'est sûr, mais aussi un 4e Vendée Globe, oui. Donc, c'est pas pour rentrer dans le guise des records, c'est pour arriver au bout d'un challenge, au bout d'un projet sportif, tout en le faisant simplement comme avec le public qui est là tout à l'instant, puis tout à l'heure au ponton. C'est franchement super agréable. C'est aussi Vendée Globe, c'est le partage pendant le village Vendée Globe et le partage pendant la course. Donc c'est un des challenges qu'on aura aussi tout au long de ce parcours, moi mais aussi tous les concurrents, parce qu'on a tous à cœur de partager encore plus cette année que l'édition précédente, parce que aujourd'hui on a besoin de rêver. Exactement, et de partage. Toujours dans cette fiche, il y a marqué point faible et point fort, mais tu remarqueras qu'il n'y a rien à l'intérieur de ces cases. Allez, raconte-nous, c'est quoi? On va commencer par tes points faibles, on finira par le meilleur. Mon point faible, c'est toi? Heureusement que j'ai le masque, on ne va pas que je rougis. Mais je crois que je suis aussi rouge que le masque. Non, mais le point faible, c'est comme le point fort. C'est oui, le fait que j'accorde beaucoup de temps à tout le monde et que des fois, effectivement, je m'y perds peut-être un peu au détriment du projet, l'essence même du projet qui est naviguer sur le bateau de course. Mais voilà, le point faible, c'est peut-être ça. Et puis le point faible, c'est... le point fort. C'est le point fort, tu vois. Non, mais c'est pas à moi de dire le point faible. Non, écoute, je pense qu'on a tous nos caractères. C'est ça qui est bien aussi sur ce Vendée Globe-là, c'est qu'on est 33 au départ. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des étrangers. On a tous des caractères différents et des personnalités différentes. Il y en a qui sont plus introvertis. Moi, je suis extraverti, c'est sûr. J'aime bien le partage, j'aime bien rigoler avec les gens, j'aime bien goûter des produits locaux, du rouge d'orange. L'appel est lancé, hein. Il faudra préparer un plateau pour Arnaud quand il aura fini l'émission. Et tu sais, je suis d'ici, donc j'aime bien le côté convivial, le côté joie de vivre et tout ça, et ça je revendique. C'est sûr que c'est important de montrer aussi que tu as beau être coureur au large, mais aussi tu peux être un homme ou une femme ordinaire, et c'est ce que je considère que je suis quelqu'un d'ordinaire. Alors l'un de tes points forts, c'est que tu as accueilli tous nos petits reporters avec bienveillance et cœur, et justement, on l'a dit, hein, on n'est pas seuls dans cette aventure, les petits sont avec nous. On va dans quelques instants découvrir le reportage que vous avez fait avec Arnaud, hein, les enfants. Antoine, raconte-nous comment c'était cette rencontre avec Arnaud. C'était cool parce qu'il nous a montré son bateau, il nous a expliqué des choses dessus. Il nous a aussi fait goûter un plat lyophilisé. C'est une espèce de boîte où tout est comprimé et on le met dans l'eau chaude. Et après c'est super bon. Ah ouais, c'est vraiment super bon? Oui, c'est super bon. Bon, alors justement, on va découvrir ça en images. Je vous laisse découvrir ce reportage avec Arnaud Boissière. Et bien sûr, je précise que le tournage a été fait bien avant toutes ces conditions avec les gestes barrières.
bienvenue dans notre web-série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous partons au Sable d'Olonne rencontrer Arnaud Boissière, skipper du Vendée Globe. Pourquoi on l'appelle Cali? Que mange-t-il à bord du bateau? Pour tout savoir, suivez les Petits Reporters du Vendée Globe. Quand vous étiez plus petit, est-ce que vous rêviez de faire le Vendée Globe? Alors, Capucine, quand j'étais très petit, quand j'avais ton âge, le Vendée Globe n'existait pas. Mais le Vendée Globe, la première édition, c'était en 89. Mais quand j'étais petit, je rêvais de naviguer à la voile en côte, de naviguer autour du monde. Quelle époque tu as fait pour devenir skipper? En fait, pour devenir skipper du Vendée Globe, il n'y a pas vraiment d'école en fait. Donc, c'est l'école de la ville, l'école de voile, donc l'école de voile par rapport à naviguer. Et après, il y a 2 diplômes pour être skipper, pour naviguer sur des gros bateaux, faire des voyages dans tout ça. Et moi, j'ai ce diplôme-là, le diplôme de marine marchande. Mais sinon, pour devenir skipper du Vendée Globe, tu n'as pas besoin de diplôme. Mais il faut prouver que tu es capable de naviguer sur un bateau comme ça. Est-ce que vous avez des lumières dans toutes les pièces? On n'a pas de lumière avant, on a juste une frontale comme ça qui est sur le front. Et puis avec ça, on peut voir le haut des voiles, on peut voir la cuisine, on peut voir le fourneau, tout ça. Est-ce que tu te douches? Non, on se lave avec l'eau de mer ou alors l'eau de la pluie. Et on se lave qu'une fois par semaine. Je te promets, à l'arrivée dans Vendée Globe, on ne sent pas mauvais. Hein. Est-ce que vous avez vu où est la cuisine? Où est la cuisine? Tu n'as pas vu? Tu es juste là. Merci. Donc tu vois là, il y a une bouteille de gaz, on a un petit réchaud. Et le cardan, là, ça bouge comme ça, parce que le bateau il bouge tout le temps. Là. Donc là, on met une bouilloire, on fait chauffer l'eau, c'est avec ça qu'on se fait à manger. Donc c'est vraiment le plus simple possible. Puis il y a la fourchette, donc j'ai mis tout simplement de l'eau chaude, on va prendre un peu parce qu'ils sont plus froids maintenant. Donc vous allez monter, vous passez au bas. C'est des pâtes avec du bœuf. C'est bon, ouais. Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? Oui. T'as pas convaincu? Et pas en France, c'est comme ça. Que fais-tu des sachets glacés de nourriture prête? Il faut imaginer que pendant un temps du monde qui dure plus ou moins 3 mois, on ne jette rien à l'eau. On ne jette rien à l'eau pour plusieurs raisons. C'est la première raison parce que c'est pas très sympa pour les poissons, ça pollue, il faut revenir en prendre beaucoup. Et en plus, il faut imaginer que quand tu fais un tour du monde, quand je suis revenu la dernière fois, j'avais que 7 poubelles, donc c'est très peu. Donc tous les sachets lyophilisés ou tous les sachets d'hiver, en fait, on les met dans une poubelle et on les met de côté. Et à l'arrivée, on débarque les poubelles. Et même à l'arrivée du Vendée Globe, il y a des contrôleurs qui viennent vérifier que tu as bien gardé les poubelles. Et vérifier que tu as bien tes poubelles. Comment vis-tu l'arrivée d'un Vendée Globe? Comment je vis l'arrivée du Vendée Globe? C'est comme la fin d'une grande croisière, comme la fin d'une grosse aventure. Donc c'est une fête, une grosse fête pour tout le monde, pour tous mes copains, pour tous mes sponsors, pour ma famille. Pour mes parents, c'est un soulagement, parce que pendant 3 mois, ils sont restés. Donc quand tu arrives en chemin et les sables, c'est super sympa, il y a beaucoup de monde. Et c'est chouette aussi parce que les mêmes contrôlés comme pour les derniers, ces rares comptes sont bien réclamés comme le dernier. Est-ce que tu aimes bien les sables d'Olonne? Alors j'adore les sables d'Olonne et la Vendée parce qu'en fait j'habite ici depuis 12 ans maintenant. Et je suis originaire d'Arcachon, donc j'ai encore des parents à Arcachon, j'ai ma grande sœur à Bordeaux. Donc j'ai des fois à Arcachon, j'ai navigué un petit peu à Arcachon, mais c'est moins facile de naviguer à Arcachon qu'ici. Donc ici, quand je prépare mon bateau, j'habite juste à côté, j'ai mon petit garçon et à l'école juste à côté. Donc maintenant je suis hyper bien intégré avec ça, et puis il fait beau, il fait bon, il y a la plage et tout, donc c'est super sympa. Pourquoi votre surnom c'est Cali? Cali c'est pour Calimero, c'est un truc bande dessinée. En fait quand j'étais plus jeune, on a navigué en équipage et je faisais partie des copains, j'étais plus petit. Et puis il m'arrivait toujours des histoires et je parlais tout le temps. Ils sont pas juste. Alors, ok, une autre question, alors vas-y. Comment fais-tu pour avoir ton bateau? Comment je fais pour un bateau? C'est très compliqué. Il faut trouver des chefs d'entreprise qui font confiance
et qui sont d'accord pour mettre le nom de leur entreprise sur le bateau. Ça s'appelle des sponsors. Donc, voilà, Michael, par exemple, eux, leur communication, elle tourne autour du Vendée Globe. Donc, ils ont mis le nom sur le bateau, donc c'est ce qu'on va faire. Dans toutes les boulangeries en France, à Michael, il y a une photo du bateau. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Petits Reporters avec Benjamin Gétreux. À bientôt! Tu vas l'appeler comment? Tu vas l'appeler comment? Tu sais pas? Tu vas laisser un petit nom? Tu vas l'appeler comment? Benjamin. Ah ouais, il va dire, il y aura vachement d'art dans le nom. On ferme les yeux? Voilà, Benjamin Gétreux qu'on retrouvera dans quelques jours à ta place, Arnaud. En attendant, on est avec toi. Alors, ça fait quoi d'être interviewé par des petits journalistes en herbe? C'est super sympa, c'est très marrant. Souvent quand on va dans les écoles ou qu'on voit des jeunes, eux ils posent des questions que les adultes ne laissent pas poser. Exactement. Tout à l'heure on faisait visiter le bateau à des salariés de la mécanique, ils nous demandaient les enfants, mais c'est où les toilettes? Donc voilà, donc ça c'est un adulte qui n'oserait pas poser comme question, mais les jeunes, ils sont pleins de curiosité et du coup ils ont bien grandi déjà depuis la dernière fois que je les ai vus. Et oui, effectivement, ça fait... ça fait vraiment plaisir. Écoute, ça fait partie aussi du Vendée Globe, c'est ça, c'est les jeunes. Moi je me souviens, mon deuxième Vendée Globe, j'avais un jeune stagiaire et aujourd'hui il travaille pour François Gabard, donc ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir de voir ces jeunes qui passent, qui vont avoir tous les autres skippers, Benjamin Gétreux, Jean-Luc Kahn, Samantha, et c'est chouette, vous avez dû voyager et vous devez en savoir plus que les gens qui passent sur le ponton. Exactement, ils ont de la chance ces petits reporters. Arnaud, on va parler évidemment un petit peu de ton bateau. Tu navigues sous les couleurs de la Michaeline, bien sûr. Mais alors, c'est aussi l'ancien bateau d'un ancien skipper, Mike Goldin, qui a fait 2 fois le Vendée Globe avec. Alors, qu'est-ce que tu as changé sur le bateau? J'ai changé déjà le skipper, c'est un anglais, donc... ah ouais, non, là, il fallait revenir à la base. Non, on a changé beaucoup de choses. En fait, le bateau, il appartenait à Mike Golding, et puis après, il y a 4 ans, il appartenait à Enda O'Connell, un Irlandais, qui a dématé il y a 4 ans au Vendée Globe. Donc le bateau, il était un peu abîmé, il y avait le mât en moins, il y avait une partie du pont en moins. Du coup, on a modernisé le bateau. Alors quand je dis on, c'est un tout petit peu prétentieux, parce que ça a été fait à Pont-la-Forêt dans le chantier de Michel Desjoyaux, qui a modifié structurellement le bateau. On a mis des foils, donc des petits foils par rapport à ce que tu vois aujourd'hui là sur le ponton, mais des foils quand même. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement et simplement c'est quoi les foils? Les foils, c'est les moustaches qui sont sur les côtés du bateau, à la Salvador Dali. À quoi? Comme Salvador Dali. Ah oui, tout à fait, bah, oui, bien ça sûr. parle, non? Ouais. Merci. Donc ces petites moustaches sont sur le bateau, donc sur certains bateaux comme l'Occitane, il y a des grosses moustaches, moi c'est des petites moustaches. Ça permet de faire planer le bateau plus facilement. Pour certains bateaux, ils volent. Ça permet de faire planer le bateau plus facilement. On a modifié le mât, on a mis un mât plus reculé, on a mis un mât moderne, un mât L, c'est-à-dire qu'un mât qui pivote sur lui-même, un mât qui est creux, donc un mât où même mes équipés peuvent rentrer dedans. Moi non, parce que tu vois, à force, les cookies, tu vois, ça m'a pas réussi. C'est ça, si tu passes sur tous les stands, c'est sûr que ça marche plus. Voilà, donc en gros, non, c'est un vieux bateau, c'est un bateau de 2007 qu'on a modernisé, on a changé les chaffrans, changé les mâts, changé les dérives pour foil, on a modernisé, on a enlevé tout allégé, tout l'intérieur. Donc c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un tout nouveau bateau ou ça reste quand même un ancien bateau? C'est un ancien nouveau bateau. Non, ça reste une vieille commode, moi je dis que c'est une commode Louis XVI, un beau bateau que forcément j'affectionne particulièrement parce qu'on a tout refait de A à Z, et puis c'est un bateau qui est costaud, en tout cas j'espère, c'est un bateau de tour du monde, j'espère aussi. Alors justement, c'est un avantage ou un inconvénient de partir avec une commode Louis XVI? Bah, pour moi aujourd'hui c'est un avantage, de toute façon il ne faut pas trop se poser des questions parce que c'est plus l'heure de penser à changer de bateau, non mais moi je vois ça comme un avantage. Quand certains peut-être ils doutent par rapport aux bateaux qui sont trop puissants, moi le bateau est puissant mais je le connais assez bien pour maîtriser entre guillemets sans prétention, et que j'arrive vraiment à maîtriser et que j'arrive même dans le vent plus fort à savoir mener. Donc j'ai tendance à dire aujourd'hui c'est plutôt un avantage. Je préfère un bateau comme ça qu'un bateau tout neuf qui
sortirai du magasin et je connaîtrai moins et je partirai comme ça avec. Donc du coup, oui, là tu le connais par cœur. Voilà, j'estime que c'est un avantage pour finir un 4e Vendée Globe et pour arriver à le finir dans les meilleures conditions possibles. Alors on va parler du Vendée Globe. Finalement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans un Vendée Globe? Ce que j'aime plus au Vendée Globe, c'est la durée, parce que c'est long. C'est long, plus c'est long, plus j'aime être en mer. Et quand je suis longtemps en mer, ça me réussit en général. J'arrive à me retrouver moi-même. J'arrive à me retrouver moi-même aussi à travers le sportif, à travers le côté endurance. Donc je suis plus quelqu'un d'endurance plutôt que quelqu'un de sprint. Ce que j'aime aussi, c'est la dimension aventure. La Vendée Globe, mine de rien, on part en novembre, on va faire Noël et le premier dans la mer. Ouais. Et ça, je trouve ça plutôt magique. Pour certains qui disent ça veut dire passer Noël en mer, moi je prends ça comme un moment magique. C'est rare de faire Noël en mer à l'autre bout du monde en solitaire. Ouais. Et donc voilà, et puis le Père Noël est astucieux. Il me met les cadeaux avant de partir, comme ça je peux les ouvrir pour Noël. Il est vraiment formidable ce Père Noël. On va parler d'association, puisque comme de nombreux skippers, hein, tu soutiens une association. C'est donc à chacun son Everest pour toi. L'association accompagne les enfants atteints de cancer ou de leucémie. L'association accompagne également des femmes en réémission à cancer du sein. C'est important de le préciser, nous sommes encore au mois d'octobre, donc avec l'opération Octobre Rose. Il faut rappeler que chaque année, 2000 enfants, grâce à cette association, 2000 enfants sont touchés par le cancer ou la leucémie. Alors, c'est quoi concrètement les missions de l'association à chacun son Everest? Tout d'abord, pour moi, c'est un message fort et un message personnel. Ouais. L'association, c'est Christine Janin qui a créé l'association. Christine Janin est la première femme à avoir fait l'Everest. Donc c'est un petit bout de femme qui est très énergique, qui est extraordinaire. Et je l'ai rencontré avant mon premier Vendée Globe. Je ne connaissais pas forcément son parcours. On m'a expliqué pourquoi je l'ai rencontré, parce qu'on me disait que c'était bien de représenter une association. Donc effectivement, ça m'a plu à ce niveau-là, mais ça m'a plu à un autre niveau aussi, parce que moi, figure-toi qu'en 89, lors du premier Vendée Globe, j'avais également une leucémie, et du coup mon père m'a amené voir le départ du premier Vendée Globe. Et du coup ça m'a aidé à vivre moins mal la maladie. Et Christine Janin, c'est un peu le même esprit. Elle a un chalet d'altitude à Chamonix, et elle reçoit des jeunes qui sont en rémission, ou qui sont encore en fin de traitement. Et des fois psychologiquement ils ont du mal à s'en remettre. Et du coup elle est là pour les booster, pour leur dire venez avec moi, venez faire de l'escalade, venez vous balader en montagne. C'est pour faire oublier un peu leur quotidien. Et ça, je trouve ça génial. Et justement, sur le stand de l'ami Caïn Artipol, aujourd'hui, il y a Sylvie Bernot qui est aussi un partenaire, mais qui a aussi un parcours de vie particulier, puisque son fils également a eu un cancer. Et parmi les actions que j'ai fait précédemment, j'ai amené son fils naviguer, quand il était plus jeune, évidemment. Maintenant, il est sorti d'affaires, donc ça c'est cool. Et Sylvie, elle apporte beaucoup d'énergie à l'association. Du coup, avec 3 artistes, ils ont peint le bateau, ils mettent aux enchères les 3 peintures. Tu mets un petit bon de 5 € et tout l'argent ira à chacun son Everest, à l'association. Et l'argent ira pour quoi faire? Pour aider les jeunes qui sont atteints d'un cancer, atteints d'une leucémie. C'est souvent aussi des jeunes, malheureusement, qui sont défavorisés, qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et du coup, grâce à cet argent récolté, ils peuvent aller à la montagne. Alors moi, concrètement, à titre personnel, au départ de la Transjacques Vabre l'année dernière, il y a un jeune qui avait 17 ans, qui était comme moi quand j'avais 17 ans, qui a atteint une leucémie, qui est venu avec ses parents, qui est venu visiter le bateau, qui adore la voile, qui est passionné de bateau, et du coup il est venu me voir. J'étais étonné parce qu'il était un peu plus grand que moi, il faisait 1,80 m. Un petit peu plus. Et du coup c'était génial parce qu'il est venu avec moi, avec sa famille, et on n'a pas fait ça pour faire la une de BFM. On a fait ça parce que moi ça m'aide beaucoup aussi au quotidien de pouvoir aider quelqu'un, et lui ça l'a projeté également. Il va venir me voir pendant le village Vendée Globe. Ah, c'est chouette. Donc voilà, c'est partie des petites actions qu'on fait. C'est pas grand chose, mais pour moi aussi c'est un grand signe. Ça permet de relativiser aussi. C'est sûr. Voilà. Donc, il y a une semaine également, j'étais parrain d'une petite régate à Bordeaux, à Blaye, à côté de Blaye, pour le fameux Octobre Rose. C'était une régate caritative pour aider justement la lutte contre le cancer. Donc voilà, j'essaie de faire des petits trucs. Et moi, ça m'aide beaucoup aussi au quotidien pour relativiser par rapport à ce que c'est aujourd'hui, un grand village avec beaucoup de sponsors ou autres. C'est bien aussi de se dire si ça peut être utile à quelque chose pour aider les jeunes, et ça, je trouve ça super. Un skipper utile, ça c'est chouette. On a parlé de toi, bien sûr, en tant que skipper. Les enfants, on va maintenant découvrir Arnaud quand il était petit, comme vous. Regardez la photo.
Alors Arnaud, raconte-nous, c'est quoi cette photo et c'est qui avec toi? Parce qu'a priori, toi t'es le petit, on est d'accord? Ouais, je suis petit, mais en même temps, je suis pas tellement grandi, donc... Okay. Donc non, c'était mon papa, mais d'ailleurs il vient d'arriver tout à l'heure sur le village. C'était mon papa, et donc c'était moi avec la casquette, et puis c'était sur un petit voilier, un Edel 4, un petit bateau de 6 mètres et quelques. C'était Arcachon, sur le bassin d'Arcachon. Les parents, c'était des plaisanciers du dimanche, entre guillemets, ils avaient lié pour le loisir uniquement sur le bassin d'Arcachon. Et j'aime bien cette photo parce que c'est mon père qui barre et moi j'ai envie de piquer la barre. En disant laisse-moi la barre, c'est moi qui barre. Donc voilà. Donc c'est une photo qu'a mon père dans son bureau, qu'il a gardée depuis tout le temps. Et du coup je trouve que c'est plutôt sympa et c'est plutôt assez rigolo, le petit garçon qui piquait la barre à son père. Et est-ce qu'à ce moment-là tu te dis, oh, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais bien faire le Vendée Globe? Quoique ceci dit, il n'existait pas le Vendée Globe peut-être. Non, ça n'existait pas, mais honnêtement, non, je pensais pas à cette époque-là, mais en tout cas, moi j'aimais bien être dans l'eau, j'aimais bien aller sur l'eau, naviguer sur ce bateau-là. Dès qu'il y avait des vagues, j'allais à l'avant du bateau pour en prendre plein figure, j'aimais ça. Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé. Et tu vois, ils me forçaient à mettre un gilet de sauvetage, mais non, c'est nul, j'en ai pas besoin. Donc voilà, non, je pense que c'est des belles images, c'est des bons souvenirs sur la plage avec mes grands-parents aussi. Mon grand-père avait un petit voilier en bois, et c'est mon grand-père qui a initié ma mère à la voile. Et c'est assez original, et c'est ma mère qui a initié mon père à la voile. Comme quoi, il n'y a pas que des machos. C'est ça. Et du coup, c'est un peu resté. Mais j'ai 2 grandes sœurs, mais mes grandes sœurs n'aiment pas du tout faire de la voile. Elles en font un peu, elles ont fait une fois avec moi, mais elles sont malades. Puis elles trouvent que je suis taré de faire ça, mais voilà. Mais c'est vrai que, voilà, ouais. Mais non, c'est une très belle photo qui est vraiment sympa. Et, tout un symbole, effectivement. Ça ne rajeunit pas. Si on continue à parler de toi en tant que petit, est-ce que tu es aussi sage que nos petits reporters? Est-ce que tu étais aussi sage qu'eux quand tu étais petit? Franchement, non. Non, mais moi j'étais plutôt insuractif. Je suis toujours insuractif. J'aimais bien faire beaucoup de choses. Du sport, du vélo, mais surtout beaucoup d'activités. Voilà, donc j'étais très, sans être exagéré, indiscipliné, mais en tout cas j'aimais bien faire beaucoup de choses. Mais c'est une chance aujourd'hui de pouvoir vivre ce qu'il vit, et puis même aujourd'hui à travers les stages, tu vois, avec le lycée Tabarly qui est à côté, j'accueille des jeunes de 14 à 18 ans en stage, c'est super parce que du coup, même s'ils ne font pas leur métier le Vendée Globe, certains ils font préparateur, certains ils font la croisière et tout, et c'est chouette de pouvoir les faire vivre comme ça. On va maintenant parler du monde, puisque le Vendée Globe c'est bien sûr autour du globe. Alors on te propose de découvrir des questions d'enfants de La Roche-sur-Yon à l'Afrique. Vous allez voir, tu écoutes et tu réponds s'il te plaît aux questions. Bonjour Arnaud, c'est Alexis. Est-ce que tu pêches sur ton bateau? Alors est-ce que tu pêches sur ton bateau? Non, je pêche pas du tout d'ailleurs, ni sur mon bateau, ni du tout. Non, alors je pêche pas, pourquoi? Parce que déjà je n'ai pas de canne à pêche. Déjà, c'est une base. Et en plus, j'ai pas vraiment de cuisine, vous avez vu, c'est juste un petit réchaud sur cardan avec une bouteille de gaz, c'est tout. Donc je pêche pas. En revanche, quand je vais en croisière avec des copains, j'ai un copain d'ailleurs qui est là, qui est à la fois bon pêcheur et bon cuisinier. Donc tu manges? Lui il pêche, il cuisine, et moi je déguste. Allez, on passe à l'autre question. On continue. Merci, je m'appelle Lisa, c'est croissant. Est-ce que tu fais du sport dans ton bateau? Est-ce que tu fais du sport dans ton bateau? Alors, est-ce que je fais du sport? Au quotidien, on fait du moulin café qui permet de lisser les voiles. En revanche, pendant 3 mois, ce qui est assez étonnant, c'est que on marche très peu sur le bateau, parce que le bateau ne fait que 18 mètres, et la plupart du temps, d'ailleurs, on a 4 pattes. Donc ce qu'on essaie de faire au quotidien, moi mais l'ensemble des skippers, on essaie de faire des exercices pour les jambes. Parce que quand on revient au bout de 3 mois, on a les jambes molles. C'est-à-dire qu'on monte l'escalier, ben, on est un peu essoufflé parce qu'on n'a plus beaucoup de muscles. Donc on essaie de faire quelques exercices musculaires, surtout au niveau des jambes. Mais sinon, naturellement... c'est drôle parce qu'en fait, on imaginerait que sur un bateau, tu es tout le temps en train de faire du sport. Et en fait, là, tu viens de le dire, effectivement, pas tant que ça. Les jambes, elles fonctionnent très peu, on ne fait, travaille pas. Là, tu vois, on n'arrête pas de faire des retours entre village, et stand et tout ça, et j'en fais pas autant. Donc, du coup, sur le bateau, le bateau fait 18 mètres, donc en gros, on se déplace que de 10 mètres en 10 mètres, très peu. Sur un 4 pattes, en revanche, il y a toute une partie supérieure du corps, tous les épaules et les bras qui fonctionnent énormément, ce qui fait qu'une arrivée d'un Vendée Globe, on a
le haut du corps qui est vachement plus développé que le bas. On a des petits muscles qui sortent et tout, ça fait, pour faire Schwarzenegger, 3 mois qu'elle est en mer, a beaucoup mouliné le moulin à café, je te prends en bras de fer au retour. Allez, le rendez-vous est pris. Allez, on poursuit avec les questions. Bonjour Arnaud, moi je m'appelle Raphaël. Arnaud, qu'est-ce que tu vas manger pendant la course? Bah oui, tiens, qu'est-ce que tu vas manger? Les petits reporters l'ont fait découvrir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas manger? Bah écoute Raphaël, ouais, je vais manger des plats lyophilisés qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est des plats qui sont faits d'ailleurs juste à côté, hein, chez Nice-3 à Olonne, juste avant le Leclerc. C'est une boîte qui est spécialisée là-dedans. Donc c'est des plats à base de pâtes, de riz, de semoule, donc des pâtes carbonara, des couscous, des paellas. Donc tout est déjà dimensionné, c'est-à-dire que tout est déjà prévu. Je sais que le premier jour, je ne mangerai pas la même chose que 10 jours après, puisque 10 jours après, on sera dans des latitudes plutôt chaudes, l'Équateur ou les Canaries. Donc voilà. Donc, les apports ne sont pas les mêmes. Voilà, les apports ne sont pas les mêmes, puis le climat n'est pas le même. Donc, et dans les mers du Sud, à nouveau, quand il fera froid, ça sera plus des plats consistants. Alors je triche un peu, pourquoi? Parce que le week-end, le dimanche, j'ai un peu amélioré. Il triche, vous avez entendu les enfants? Il triche. T'as entendu, Louisa? T'as vu? Il triche. Ma maman, elle m'a fait des petits bocaux. Ah. Et du coup, tous les dimanches, je vais un petit bocal de ma maman où je mettrai des vraies pâtes et du riz avec. Donc c'est un bœuf bourguignon, une banquette de veau, tagine, un truc comme ça. J'aime ça. Ouais. Bon, que les dimanches, quoi. Que le dimanche. Parce que les dimanches, je mange un plat, je me rase, je me lave un peu, je nettoie un peu le bateau, je fais conchita et tout. Donc, c'est la belle journée le dimanche. Non, mais tous les dimanches, pourquoi? Parce que c'est long le parcours et c'est pour rythmer aussi les 3 mois. En se disant, mais voilà, le dimanche, il faut que je fasse un minimum attention à moi, une bonne alimentation, et psychologiquement, je trouve que c'est important. Il faut garder un rythme. On poursuit. Bonjour, je m'appelle Antoine, j'ai 8 ans et demi, et je voudrais vous poser ces 2 questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir marin? Et comment vous préparez-vous pour le Vendée Globe? Bon vin et bon Vendée Globe. Alors on voit les enfants, ils ont joué le jeu, hein, parce que c'est des enfants qui ont envoyé des vidéos via les réseaux sociaux. On a vu là, c'était extrait pour toi, il s'était déguisé. Alors les questions, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir marin? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors moi, ce qui m'a donné envie, bon, c'est les récits, hein, motossiers, voilà, des récits de vieux marins. Également, moi j'ai eu la chance de grandir sur Bassin d'Arcachon au moment où Titon Lamazou naviguait. Il préparait également son premier Vendée Globe. Mais avant de préparer son premier Vendée Globe, déjà il naviguait beaucoup, il faisait le Bob Challenge, donc la course autour du monde avec escale. Et je trouvais le personnage assez atypique, assez sympa, parce que je le croisais quand j'avais 15-16 ans, et toujours un mot sympa, et du coup, moi à l'époque, je voulais pas faire le Vendée Globe, je voulais faire la Mazou en fait. Voilà. C'était presque pareil. Autre question? Alors voilà, il avait posé 2 questions, le petit garçon. Comment tu te prépares pour le Vendée Globe? Ah oui, comment je me prépare sur le Vendée Globe? Et toi, les images qu'on a vues tout à l'heure, quand vous étiez venu me voir à l'atelier, qui est juste à côté, c'est ça la préparation, c'est que le bateau est complètement démonté. On vérifie toutes les pièces mécaniques et autres. Alors quand je dis on, c'est un peu prétentieux, c'est moi et mon équipe, on n'est pas nombreux, mais on est 4, mais... C'est une course en solitaire, mais pas tout à fait solitaire. Hein. Ben surtout si tu vas aujourd'hui sur le ponton, tu verras très peu de skippers qui travaillent vraiment sur le bateau, qui bricolent. On passe du temps avec toi, on passe du temps avec les partenaires et autres, et les préparateurs ils sont dans l'ombre, donc c'est eux qui préparent le bateau au quotidien. Toi tu es plutôt le chef d'orchestre, et eux ils font quoi? Ben, ils bricolent le bateau, ils démontent des winches, ils démontent l'accastillage, ils changent les cordages, ils changent les voiles, et toi tu es plutôt chef d'orchestre. Donc, ils ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel, encore plus maintenant, parce qu'avec le village qui va être long, intense et tout ça, et il faut rien oublier. C'est comme quand tu pars en vacances pendant les grandes vacances, il ne faut pas oublier la nourriture, mais il ne faut pas oublier aussi les vêtements, il ne faut pas oublier le matériel de rechange, tout ça. Du coup, l'équipe est extrêmement importante, donc on prépare le bateau, on va dire collectivement, à plusieurs suivant les équipes. Nous on est 4, certains sont 5, 6, 10, 15, 20 pour certains. Donc voilà, c'est un vrai travail d'équipe, ce qui est paradoxal, puisqu'après tu pars pour faire un tour du monde tout seul. Ben oui, mais pour pouvoir partir seul, il faut être bien entouré. Allez, on poursuit avec une autre question. Bonjour Arnaud, je m'appelle Émilie, j'ai 9 ans, j'habite au Ghana à Accra et je fais de la voile. J'aimerais
Noël sur votre balcon. Et est-ce que vous avez des cadeaux là-bas? Comment vous passez Noël? Alors elle nous vient de loin cette question, hein. Je sais pas si vous avez entendu, hein, mais elle vient d'Afrique. Comment tu passes Noël? Toi qui nous as dit tout à l'heure que tu aimais, que tu adorais passer Noël loin de nous. Alors toi, je trouve ça génial parce que on dit comment on va pouvoir faire le Vendée Globe s'il n'y a pas de village et tout ça. Il y a un village et puis tu vois, grâce au réseau, Ouais, c'est chouette. on a des vidéos des jeunes et tout ça. Et en plus, c'est bien orchestré, les retrapèzes sur un petit bateau. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, je reçois des messages au quotidien. J'ai reçu des posters à la maison qu'on me demande de dédicacer que j'ai envoyés. Et c'est vraiment génial de pouvoir faire vivre ça à un maximum de monde. Donc comment je passe Noël? Bien. Alors pareil, j'aurai un petit foie gras. Oh, oui, Noël. Une petite bouteille de vin. Eh ben. Et puis j'en profiterai pour faire une petite vidéo avec sûrement le bonnet du Père Noël. Et puis aussi j'en profiterai pour faire une petite visioconférence avec mes deux enfants, avec Hugo qui est grand, qui a 14 ans, mais qui croit encore au Père Noël, lui. Ah bah oui, bah il faut. Mais d'ailleurs, est-ce que le Père Noël passera? Alors a priori, si j'ai bien compris par rapport aux éditions précédentes, le Père Noël... Arthur, écoute, regarde. Avant de partir, du Père Noël. Avant de partir, le Père Noël, il passe sur tous les bateaux, il vient cacher un sac dans le bateau. C'est incroyable. Et au moment de Noël, il envoie un mail à tous les coureurs. Ils disent, enfin la dernière fois, j'ai eu un petit message, je dis Arnaud, j'ai caché ton sac du Père Noël à l'arrière du bateau. Le Père Noël t'a dit ça? Mais il m'a dit, est-ce que tu as été sage? Il me connaît bien, il sait que je suis toujours sage. Bah, évidemment. Donc il n'y a aucun problème. Bon, ouf. Mais sinon, oui, pour le jour de Noël, j'appellerai Hugo qui croit encore au Père Noël du haut de ses 14 ans. Il croit beaucoup à Neymar aussi avec son Noël du PSG. C'est ton fils qui t'a accompagné, effectivement. Voilà. Allez, on passe à l'autre question. Quels animaux vous allez pouvoir voir pendant la course? Bah oui, tiens, quels animaux? Alors on voit des dauphins, mais même à la journée, quand on naviguait des fois devant les sables, on voit les dauphins. Et même, je crois que cet été, il y a eu un dauphin qui est rentré dans le port. Donc des dauphins, on en voit régulièrement. Moi, j'en suis jamais lassé ni blasé, parce que c'est toujours merveilleux de voir des dauphins. On voit des baleines, on voit des tortues, on voit des poissons volants, donc des petits poissons dans les eaux chaudes qui sautent entre les vagues. On voit des albatros, donc c'est les fameux oiseaux qui planent pendant des jours et des jours. Donc les albatros, on les voit dans les mers du Sud. C'est ça, on les voit que dans le Sud. Hein, c'est des oiseaux qu'on voit uniquement dans les mers du Sud. Ouais. On voit pas Nemo par contre. On voit pas quoi? On voit pas Nemo. Ah, on voit pas Nemo, mince, il voit pas Nemo. Avant de poursuivre, allez, on va faire une petite question. Hugo, t'as une question? Est-ce que vous voyez les dorades? Des dorades. Alors des dorades, on en voit des fois effectivement dans les eaux chaudes, on les voit des fois sauter. On voit des thons aussi des fois qui sautent. Alors tu sais, les pêcheurs ils disent thon sauteur, thon moqueur. Quand un thon saute entre les vagues, ça veut dire que tu ne pêcheras jamais celui-là. Tu peux juste le regarder. Allez, Ouais. j'ai une petite question, puis après on poursuit. Est-ce que vous voyez des requins parfois? Est-ce que tu vois des requins? Alors des requins, on les voit, mais un requin, contrairement à ce qu'on croit, c'est moins nerveux ou actif qu'un dauphin. Un requin, c'est plutôt passif. Un requin, c'est hyper peureux. Et comme le bateau est quand même assez gros, en général, quand on voit le bateau, il taille la route. Le film Les Dents de la Mer, c'est un peu trompeur. Un requin, C'est fou en fait. C'est gentil, en fait. Ouais. Presque. On en voit très peu des requins. On poursuit avec les questions du bout du monde. Bonjour, moi c'est Félix. Je voudrais savoir à quel âge tu as commencé le bateau? À quel âge as-tu commencé le bateau? Pour ton information, il est dans Pierre-sur-Yon, c'est pas à l'autre bout du monde. Bah si. Si. Pour toi peut-être. À quel âge j'ai commencé à faire du bateau? C'est à côté de la Roche-sur-Yon, hein, pour les visiteurs. Ça reste en Vendée. J'ai commencé à faire du bateau tout petit avec mes parents. Hein, même mon grand-père avait un petit bateau en bois, donc j'ai commencé vraiment tout petit, ça devait être à 2-3 ans. Et puis après, comme ils voyaient que ça me plaisait, ils m'ont mis à l'école de voile. Tout simplement. Allez, on poursuit. Bonjour, je m'appelle Lido, j'ai 12 ans. Je voudrais savoir à quelle vitesse maximum peut voler le bateau à voile. À quelle vitesse peuvent aller les bateaux à voile? Alors, Arnaud rigole parce qu'effectivement, le jeune, là, on a eu Dompierre-sur-Yon, maintenant on a la Roche-sur-Yon. C'est vrai que j'ai annoncé des questions au bout du monde, mais juste avant, il y avait déjà le clip d'Afrique quand même. C'est au bout de monde à toi. Donc alors, jusqu'à quelle vitesse peuvent aller les bateaux à voile? Alors un bateau du Vendée Globe, il peut aller jusqu'à plus de 30 nœuds. 30 nœuds, ça veut dire quoi? Alors toi qui es fort en maths, tu multiplies par 2 et tu enlèves 10%. Ouais, c'est ça, ça va vite. Donc ça fait 50 km/h à peu près. Les nouveaux bateaux comme
comme Charal, Occitane ou Advance ou à Pivia ou Hugo Boss, ils vont des fois à 36, 37 nœuds. Donc c'est fait relativement rapide. Paul, t'as une question? Je vois que tu lèves ta main. Qu'est-ce que... Tu te rappelles plus ta question? Bah, tu vas réfléchir, c'est pas grave. Allez Arthur, toi t'en as une. Toilette. Ah bah voilà, on l'a et c'est formidable. Bien sûr que tu parles de toilette, Arthur. Louise, bah, c'est ça la magie des enfants, c'est chouette. Alors Paul, vas-y, dis-moi. Est-ce que vous lisez dans votre bateau? Est-ce que tu lis dans ton bateau? Alors c'est une bonne question parce qu'effectivement je lis sur le Bravo, bateau. Paul. En course, par exemple, un Transat Jacques Vabre, qui était une course que j'ai fait l'année dernière en double avec David Macat, une course en double au Brésil, donc là on n'a pas lu, on était en double, donc c'était un sprint. En revanche, pour revenir du Brésil, je suis revenu en solitaire pour m'entraîner. Donc là j'ai lu un livre, tu vois, pas beaucoup. Et pour le Vendée Globe, je vais embarquer en gros 8 bouquins. 8 livres il va emmener. Voilà, pour lire, parce que ça te permet de t'évader un peu du quotidien du bateau. Tu lis une ou deux pages, ça te permet de voyager un peu le temps d'un instant et puis après te replonger dans le bateau. Donc j'embarque très peu de films, je n'embarque pas de films pendant le Vendée Globe. Je préfère plutôt les livres. Donc oui Paul, Arnaud lit. Très bonne question. Allez, on poursuit avec une question. Oui. Et Arnaud c'est lire. Et Arnaud c'est lire, mais c'est surtout ça l'information très importante. Bonjour Arnaud, c'est Alexis. Est-ce que tu peux... Bonjour Arnaud, c'est Alexis. Eh ben, d'accord, on l'a déjà eu, mais c'est pas grave, on en a plein sur le plateau. Comme, c'est quoi ta question pour Arnaud? Que fais-tu si tu gagnes le Vendée Globe? Ah ouais, tu fais quoi? Je te paye un resto. Oh, t'as entendu un peu, hein? Alors là, on pourra venir nous aussi, on fait partie de la bonne équipe. Bah, je vous invite tous au resto. Capucine, c'est quoi ta question? Est-ce que... je sais pas. Comment vous faites si le bateau s'est retourné? Comment tu fais si le bateau se retourne? Alors si le bateau se retourne, bah là c'est pas bon signe déjà. Effectivement. Mais nos bateaux ils sont préparés pour subir les plus grosses tempêtes, les bateaux et puis les skippers. Donc si le bateau se couche par exemple, en principe le bateau il se redresse tout seul. Et si jamais j'ai une avarie beaucoup plus importante, que je suis en détresse ou en naufrage, à bord du bateau j'ai des petites balises de détresse, je déclenche la balise. L'organisation de la course va savoir que je suis en détresse, mais également tous les bateaux à proximité. Donc si je suis loin de tout, les premiers sauveteurs possibles, ça peut être mes concurrents du Vendée Globe. Il y a quelques années, il y a Vincent Rio qui avait sauvé Jean-Luc Ham. Oui. Donc voilà, donc on a tous les moyens à bord pour se faire repérer si on est en détresse. Et le cas échéant, de toutes les manières, les bateaux ils sont quand même très, très robustes, ils sont faits pour faire le tour du monde. En tout cas, le mien, j'espère. Ben, évidemment, et c'est tout ce qu'on te souhaite. On va passer au message parce que les enfants du bout du monde, de la Roche à l'Afrique, ont aussi des messages pour toi. Regarde et écoute Arnaud. Allez Arnaud, allez Arnaud, allez. Allez Arnaud, maman, tu vas gagner et maman, je suis la télé. Allez Arnaud, t'es le meilleur, tu vas gagner. Allez Arnaud, allez Cali, on est avec toi. Bonne chance à tous les skippers du Vendée Globe. Ne lâchez rien. Bisous, bisous. Bah oui, bisous, bisous, on aimerait t'en faire plein de bisous, mais comment tu vas faire? Alors, Allez Arnaud. Ça va faire du monde au resto tout ça. ça va faire du monde. Alors effectivement, quand on parle de bisous, comment tu vas faire pour dire au revoir à tes proches, sachant que peut-être sur le ponton, tout le monde ne pourra pas être là? C'est une bonne question. Non, mais alors déjà mes proches, mon grand garçon, il va se faire tester dès lundi, tu vois, donc on va arriver tout à l'heure. Mon équipe technique, ils sont fait tester avant-hier également pour pouvoir accéder normalement au village. Et sinon, pendant une semaine avant le départ, on va être confiné à partir du 1er novembre jusqu'au 8 novembre. On doit rester à la maison, au chaud, tranquillement, et attendre le moment du départ. Donc si on doit aller à bord du bateau, il faut qu'on y aille dans des moments où il n'y aura personne, plutôt le soir, Le soir, bien sûr. pour pouvoir faire la météo, pour pouvoir regarder si tout va bien. Donc voilà, je crois que Loïc Perron il a commenté cette décision en disant peut-être que c'est une chance pour nous skippers de nous mettre un peu plus dans notre bulle, comme ils disent.
Non, mais voilà, après, voilà. Donc ça veut dire qu'on a énormément de chance de t'avoir aujourd'hui, parce que dans 15 jours, tu ne seras plus sur le village. Edwige, tu as énormément de chance de m'avoir. Mais tu vois, j'en prends conscience et on va terminer en musique, en chanson. Raconte-nous. Tu viens de rougir. Non, c'est le masque, ça n'a rien à voir. Raconte-nous, est-ce que tu pars avec une playlist? Oui, alors j'ai un ami de longue date qui travaille chez Rock & Folk et du coup il m'envoie des playlists à distance, tu vois. Hier j'ai téléchargé ça jusqu'à minuit, tu vois. Et du coup j'envoie des playlists en fonction de souvent là où je me trouve. Il me met des playlists adaptées au continent proche sur lequel je passais, puis à un moment de moment d'humeur et tout ça. Donc j'ai la musique aussi pour le Père Noël. Ah, d'accord. Et voilà, Jacques Dutronc, tu vois. La fille du Père Noël, forcément. Et voilà, donc du coup j'ai une playlist assez consistante. Je pense que c'est pour le moral, c'est bon de se mettre un peu de musique de temps en temps, ça booste également. Alors justement, nous on va terminer en musique parce que les petits reporters, ce ne sont pas seulement des journalistes en herbe, c'est aussi des musiciens. Ils t'ont préparé une playlist, regarde, que tu pourras emmener. L'idée, c'est que tu choisisses parmi l'une de ces chansons. Elles ont toutes été choisies bien sûr par les petits reporters. Tu en choisis une, on met la musique, tu chantes, et si tu veux bien jouer le jeu, tu danses et les enfants vous l'accompagnez. Alors vas-y, déjà, choisis une chanson. Ah bah oui, bah attends. On a dit que les petits reporters n'étaient pas des journalistes comme les autres. Eux, ils osent. Alors là, tu vois, ils osent te proposer ça. Pour faire danser, il faut une muscader. Si dans les stands, ça sera après. Alors dis-nous, tu choisis quoi? Jérusalem, Soprano. Le coach? Grave. Allez, vas-y. Les Je enfants, suis le coach Bob Jackson, tu peux te mettre et je suis le venu milieu. vous apprendre les 4 étapes pour réussir sa vie, bande de fainéants. les enfants, vous accompagnez Arnaud à danser? Allez, vas-y. Toujours le premier comme ça. Deuxième step. Attention. Le step de boxeur. On y va à l'échelle, comme ça. Vous connaissez, les enfants? Épaule. Troisième step. Mettez-vous face au Le public step qui de veut. l'accent circonflexe. On y va comme ça et on tape sur le plafond. Hop là. Quatrième step. Allez, Hugo, mets-toi face au public, regarde, tout le monde attend. Tape le bonheur. Tape le bonheur. Tape le bonheur. C'est un peu long comme intro. Vous m'attendez pour ça? Alors, le public, si vous connaissez, il faut chanter avec Arnaud. Vous pouvez même danser avec Arnaud et les petits reporters. Attention, ça va partir. Allez, attention. Vous êtes prêts dans les enfants? Allez. Et vous pouvez applaudir dans les mains, s'il vous plaît. Arnaud, tu vas pas me dire que tu connais pas? Allez, Arthur, viens danser avec Arnaud. La vie c'est musclé, il est temps d'aller. Les rêves à soulever, c'est symbolique en plus. Allez, ma tête. Allez, c'est en musique que se termine cette première émission. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous pour cette première émission des skippers, des enfants, un skipper, pardon. On se retrouve demain dimanche avec Jean Lecam qui sera là à ta place, Arnaud Boissière. Merci beaucoup. Est-ce que tu restes avec nous? Il y a des ateliers de magie, des sensibilisations à l'eau et puis il y a même un atelier sur la brioche nationale. Parce que le Vendée Globe, c'est aussi du plaisir. En tout cas, même si tu restes pas avec nous, merci beaucoup Arnaud d'avoir joué le jeu. Merci à vous les enfants aussi, vous avez été merci à vous les jeunes, merci d'être venus au bateau. Merci d'avoir si bien dansé. Ah oui, vraiment, quel pas. C'est super de suivre le bateau et c'est super vos reportages, ça fait vraiment plaisir. Ouais, merci beaucoup. Je vous demande d'accueillir encore une fois Arnaud Boissière, s'il vous plaît, skipper du Vendée Globe, qui partira pour sa 4e fois.